Sur l'état de siège donnera certainement une orientation concertée pour pacifier l'Ituri et le Nord Kivu. Après 2 ans de son instauration, il a été convoqué depuis hier cette table ronde pour une évaluation de son maintien, sa réqualification ou encore sa levée. Travaux ouverts par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais du Peuple. L'Asbel Pessamoninga sourire du député national Eliezer Ntambwe qui a objectif final d'apporter du sourire aux personnes vulnérables et autres handicapées, les a conviés à une grande activité. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, notamment l'épouse du chef de l'État Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo qui d'ailleurs a pris en charge plus de 500 personnes vulnérables. Et puis, les activités liées à la quinzaine de la famille africaine lancée le 31 juillet 2023 vont se clôturer aujourd'hui. Et c'est la ministre du genre enfants et famille Mireille Massango qui a effectué le déplacement au Congo central pour la circonstance. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité, la première sur la radio-télévision nationale congolaise. Plus de 2 ans après son instauration, l'état de siège dans le Nord Kivu et en Ituri fait depuis hier l'objet d'une évaluation profonde pour son maintien, sa réqualification ou encore sa levée. Cette table ronde a été convoquée en effet et a été ouverte par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle avec Patrick Michel Moukoui. Après plus de 50 prorogations et très exactement 827 jours, il fallait bien une évaluation solennelle de l'état du siège. Le besoin se faisait ressentir depuis quelque temps. Faut-il maintenir, requalifier ou lever ce régime spécial dans le Nord Kivu et l'Ituri? C'est toute la problématique de cette table ronde ouverte ce lundi au Palais du Peuple par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces élus du peuple, autorités politico-militaires et forces représentatives de provinces concernées ont 3 jours pour examiner la problématique et orienter une décision de l'autorité suprême du pays qui a rappelé l'urgence en son temps de la mise en place de ce régime. L'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. Des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquels des recommandations ont été formulées. Ces travaux sont considérés comme un exercice concerté pour pacifier complètement et définitivement l'Est du pays. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé la conscience et l'assiduité aux participants. Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. L'état de siège n'a pas vocation à s'éterniser, a précisé le garant de la nation du haut de la tribune. La recette pour décider du sort de ce régime spécial de l'égalité découlera de ce travaux. Il était temps, notamment pour la tenue de ces assises, au regard de la problématique de la recherche du retour de la paix aux provinces sous état de siège. Les participants à ces assises ont livré leur attente, notamment en ce qui concerne la levée de cet état de siège. On en parle avec Fanny Kikoufi. Au Palais du Peuple ce lundi, les participants étaient unanimes sur la convocation de cette table ronde sur l'état de siège. Vous savez, le président de la République avait, en vertu de la Constitution, déclaré effectivement l'état de siège parce que l'état des institutions était menacé et la République était menacée dans cette partie du territoire. Et à un moment donné, lorsqu'on a pris une telle décision, le président de la République a estimé qu'il fallait consulter également le reste de la nation, les forces représentatives, pour faire l'état des lieux. Nous avons un président qui est à l'écoute de son peuple et à ce stade, il veut savoir ce que pensent
la population de cet état de siège. Les forces représentatives des provinces concernées saluent à juste titre les efforts fournis par les autorités, le président de la République en premier. Comme vous le savez, les femmes restent les premières victimes dans la situation de manque de paix et de sécurité. Nous tenons d'abord à remercier les autorités pour avoir organisé cette table ronde afin que nous puissions participer à ces assises et parler au nom de la population. Pour ce qui est comme avancée de l'état de siège, il y a des améliorations dans certains coins. Mais sur le rôle régalien, qui est de sécuriser, qui est chargé des opérations militaires et tout, la situation n'a pas pu changer. Et c'est ça le plus grand défi. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus afin que nous puissions donner le message de la population qui est d'élever l'état de siège. Pour autant que l'insécurité reste encore criante, la population du Nord Kivu, la population de l'Ituri souhaiterait à ce que la paix revienne. D'autre part, il y a les élections qui pointent à l'horizon et on ne saurait pas organiser les élections pendant que nous sommes encore en état de siège. C'est encore une autre problématique. Et je me dis que c'est la raison pour laquelle Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a invités pour parler de ce genre de questions, afin qu'on trouve des solutions. Mesures radicales mais nécessaires pour juguler rapidement les groupes armés et rétablir la sécurité. L'état de siège, après plus de 50 prorogations, subira assurément soit un maintien, une requalification ou carrément une levée pure et simple. Autre chose, à présent, plus de 500 personnes vivant avec handicap seront prises en charge par la First Lady Denise Nyakiro Tshisekedi pour leur formation. Une décision prise après la participation de Denise Nyakiro Tshisekedi aux activités de l'ASBEL Pessa Muninga Sourire du député national Eliezer Tamboué, une ASBEL qui a pour objectif final d'apporter du sourire aux personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. On en parle dans ce reportage de Naïcha Kalamouila. Pessa Muninga Sourire entendait donner sourire à son prochain. Cette campagne menée par l'honorable Eliezer Tamboué a déjà une histoire. Des personnes vivant avec handicap de toutes sortes trouvent réconfort par ces actes d'altruisme. Celle de ce jour connaît un paroxysme avec la présence de la distinguée première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi. Maman, j'ai rêvé ce jour. J'ai rêvé de ce jour pour que vous veniez voir ces laissés pour compte de la société. Dans notre culture, être né avec handicap, c'est une malédiction. Le seul message est, regardez-nous aussi, nous sommes des humains comme vous. Résolument engagée dans la lutte contre toute forme de vulnérabilité, la First Lady a amené une solution durable pour 500 personnes vivant avec handicap. Ce sont des bourses pour ces personnes en partenariat avec l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. En plus de cette formation, les personnes vivant avec handicap boursier et les autres peuvent compter sur son accompagnement. Vous êtes intelligent, vous avez des potentiels, nous allons les exploiter car le pays ne peut pas se construire sans vous. Une présence qui rallume l'espoir d'une couche de la population qui a tout l'air d'être laissée pour compte. La première dame rassure une détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est cristallisée avec la création d'un ministère en charge des personnes vivant avec handicap. Les bénéficiaires en perdent leur latin. Cette journée est comme la fête de Nouvel An pour les handicapés. C'est comme un rêve qui se réalise. En tout cas, maman, respect. Qu'elle règne même 150 ans. On n'a jamais entendu parler des bourses pour les PVV. Vous êtes vraiment la maman des enfants, une femme généreuse. L'adhésion de la distinguée première dame à cette campagne leur fait croire un avenir radieux avec l'autonomisation par la formation.
Le programme de développement local 145 territoires touche également les provinces sous état de siège. 93 infrastructures sont prévues pour les provinces de l'Ituri, dont 60 écoles et 28 centres de santé. Ces travaux sont exécutés par le BSECO, une mission d'évaluation et dépêchée dans les différents territoires par la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumimwa Tsuluka. Cette mission revient du terrain. On en parle avec Françoise Boulawaki. Le contraste est visible. Le PEDEL 145 territoires a emmené la révolution. À l'école d'Ouabou, les salles de classe sont équipées et éclairées. Le bâtiment s'est déversé à tout moment. Alors les enfants aussi étaient vraiment à risque et à danger. Par classe, peut-être on retrouvait des enseignants, on se partage les cours. Un enseignant avant la récréation et l'autre après la récréation. Cette province sous état de siège est également touchée par ce programme qui lutte contre les inégalités sociales. 13 écoles sont construites dans ce même territoire et 11 centres de santé, à en croire le responsable du BSECO, agence d'exécution. Au village Reta, l'épée Moirabo est enrichi de nouvelles infrastructures. Le plan de construction a prévu une salle polyvalente pour les écoliers attendus à la rentrée de septembre. Nous osons croire et dire que à cette rentrée scolaire prévue pour l'année 2023-2024, les élèves de la République, en particulier de l'Ituri, vont devoir utiliser les salles de classe qui ont été mis à leur disposition par le programme du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers le programme de développement local de 145 territoires. Le centre de santé Roumou vient améliorer la qualité de soins des populations. Le personnel est motivé malgré les souvenirs douloureux. L'ancien centre a été attaqué par des rebelles voulant se faire une publicité de leurs actions criminelles. En tout cas, nous sommes joyeuses. Et tout le monde, les populations de Niakero sont trop joyeuses. Le PEDEL 145 territoires, suivi par le ministre d'État, ministre du Plan Judith Soumimwa Tsuluka, a prévu la construction de 93 infrastructures en Ituri, dont 60 écoles et 28 centres de santé. La main-d'œuvre est locale. Ce jeune homme fait partie des employés locaux. Il a trouvé de l'emploi. Le PEDEL booste l'économie dans les villages. Parlons à présent de ces réformes au niveau de l'agence de promotion immobilière, des réformes qui visent la construction des logements abordables à tous. Un atelier de renforcement de capacité des agents a été ouvert pour ce faire à Kinshasa. Eugénie Dada-Chabani, reportage. De nombreuses réformes ont été mises sur pied au ministère de l'Urbanisme et Habitat, parmi lesquelles la création de l'agence congolaise de promotion immobilière. Cette agence, pilotée par Kayemba Moukeba, a pour mission principale la construction de logements décents et abordables à tous et des équipements communautaires, notamment les hôpitaux, les écoles et la desserte en eau potable, et également la gestion des patrimoines immobiliers de l'État. Pour mieux s'acquitter de sa mission et faire de cette agence une agence compétitive, le staff dirigeant de cette agence a organisé un atelier de renforcement des capacités des agents et cadres ouvert par le secrétaire général Laurent Tchelou. Tous nos enfants africains qui trouvent la mort au niveau de la mer Méditerranée, ils sont à la recherche du bien-être. Ce que nous tous nous apprécions à chaque fois que nous effectuons des déplacements en Occident, c'est les logements et ce sont les infrastructures. À l'issue de l'atelier, le directeur général de cette agence a émis les vœux de voir l'application des résolutions tout en invitant les participants à concevoir la feuille de route de l'ACOPRIM. La mission d'inspection des projets financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI se poursuit dans la province du Nord Kivu. Le conseil d'administration et la direction générale ont visité les industries de la ville de Goma qui ont bénéficié de l'appui financier du FPI. Alain Bikaï.
Journal dans les Nord Kivu, les conseils d'administration et la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie ont entamé l'inspection et l'évaluation des projets financés à Goma. Parmi les projets financés et évalués dans la ville volcanique, on note Serena Hotel et la Maison Victoire, la société mère de la cimenterie Nirangongo Cement. Serena Hotel et ses grands palaces de classe internationale de Goma qui a bénéficié d'un financement du FPI dans le cadre de l'appui à l'industrie hôtelière et touristique. Cet hôtel 5 étoiles méconnu sous l'appellation de IUZD a reçu du FPI un appui pour l'acquisition de plusieurs équipements pour le montage de sa chaîne de pâtisserie et boulangerie. Puis est venu le tour de Nirangongo Cement, cette industrie qui utilise 5% du calcaire dans la fabrication de ses produits. Grâce au financement du FPI, cette industrie implantée depuis 2015 dans la périphérie de Goma produit du ciment Made in Goma. Une production d'environ 50 tonnes, soit 1000 sacs de ciment par jour. À terme de cette unité industrielle, entend ramener les sacs de ciment de 13 à 7 $. Au terme de cet exercice d'évaluation des projets, la délégation du FPI a rappelé aux promoteurs que malgré la dégradation de la situation sécuritaire avec la rébellion du M23 qui a un impact très négatif sur les recettes et les projets financés par les FPI, les paiements de la taxe de promotion de l'industrie locale et les remboursements sont des impératifs en fait de permettre au FPI d'avoir des moyens de sa politique. Et puis parlons de l'ouverture à Kinshasa d'un atelier de mise en œuvre de la politique conjointe de concurrence entre les communautés de l'Afrique de l'Est et la RDC. Pendant 3 jours, la mission de l'EAC de la East African Community va éclairer les participants sur le rôle que joue cet organe dans la région et aussi entamer les pourparlers avec la RDC en vue de la signature d'un protocole d'accord. Patrick Michel Mkouy, reportage. Sur ce, j'ai déjà ouvert notre atelier sur la politique de la concurrence de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est en ces termes que le coordonnateur de la Commission nationale de la concurrence a ouvert cet atelier de 3 jours sur la mise en œuvre de la politique conjointe de concurrence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo en vue d'accélérer son intégration à cette communauté. La registraire Liliane Kajoujou, directeur général de cet organe, est revenue sur la mission que poursuit cette structure. Il s'agit d'entamer des consultations en vue de conclure un protocole d'accord avec la Commission nationale de la concurrence, conduire des activités de renforcement des capacités pour les fonctionnaires du gouvernement sur les instruments juridiques et politiques de l'autorité afin de faciliter la mise en œuvre de la loi sur la politique de la concurrence et organiser des réunions multisectorielles de sensibilisation des parties prenantes sur les obligations et les avantages de la mise en œuvre de la loi sur la concurrence de l'EAC. Et la RDC a adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est l'année dernière. En tant que l'autorité chargée de la concurrence de l'Afrique de l'Est, nous faisons tout ce qu'il y a à faire pour s'assurer que la RDC est bien intégrée la question de concurrence. Rappelons que le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, a lors de la séance consacrée à la mise en œuvre des lignes directrices des Nations Unies pour la protection des consommateurs par les États membres à Genève, a précisé que la protection des consommateurs demeure pour le gouvernement congolais une préoccupation majeure pour la satisfaction des besoins de sa population. Merci Annie Balaka pour toutes ces précisions. Boulembo, dans la province du Nord Kivu, va accueillir la cérémonie du lancement officiel des épreuves de la session ordinaire de la 3e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. La ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou est arrivée à Goma où elle a échangé avec le personnel de la direction provinciale du ministère de la formation professionnelle. Cédric Enina. Province éducationnelle du Nord Kivu, vivier d'une main-d'œuvre qui réclame qualification. Dans sa politique de gestion des proximités, la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou Kabenga a été chaleureusement accueillie par les forces vives et personnelles provinciales
de son ministère. Goma, une escale utile avant le lancement des épreuves de la session ordinaire de la 3e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles. La rencontre avec les agents de la direction provinciale a été le point d'orgue de cette visite qui a permis à la patronne de la formation professionnelle de se mettre à l'écoute de son personnel et l'exhorter à faire mieux tout en garantissant l'amélioration des conditions de travail. Je suis venu encore pour lancer les examens de fin d'études professionnelles, mais ça ne sera pas ici à Goma, ça sera à Butembo. Mais comme c'est une province éducationnelle, il fallait quand même que je vienne échanger aussi, faire encore une fois l'état des lieux avec les collaborateurs ici. Et bien, je suis allé de Butembo parce que pendant la hors-session, nous avons constaté quand même que Butembo, malgré l'insécurité, ils ont quand même mobilisé les gens à préparer les examens. Ils ont fait plus de 1200 apprenants qui ont présenté l'examen hors session, mais il fallait quand même que je sois là pour les encourager et mobiliser encore d'autres enfants de faire la formation professionnelle. Parmi les réponses à court terme, l'on note l'équipement des services, la construction des centres de formation et réinsertion sociale pour les déplacés des conflits armés du territoire des Lubero, ainsi que d'autres relevant des conditions salariales et administratives. Et c'est aujourd'hui que la ministre du Genre, Enfants et Familles, il s'agit de Mireille Massango, qui va effectuer le déplacement vers le Congo central pour participer aux activités liées à la quinzaine de la famille africaine, des activités qui ont débuté depuis le 31 juillet 2023 et vont se clôturer en ce jour. D'autres précisions avec Yvette Makoutima. À la tête d'une forte délégation composée notamment de membres de son cabinet et ceux du secrétariat général au genre, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massango Bibi Mouloko, séjourne depuis ce week-end à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour clôturer les activités de la quinzaine de la femme africaine, édition 2023. La patronne du genre a pour commencer échangé avec le vice-gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, assumant l'intérim du gouverneur de province Guy Bandou, en mission officielle. Leurs échanges ont tourné autour des activités de la quinzaine de la femme africaine, édition 2023, lancée depuis le 31 juillet dernier. Après son entretien avec le vice-gouverneur, la patronne du genre a directement participé à la clôture de la quinzaine des activités de la journée panafricaine. Dans son allocution, elle a souligné en gras l'implication du chef de l'État dans la réussite et développement de la femme congolaise. Ces activités de la clôture de la quinzaine de la femme africaine se célèbrent à Matadi, province du Congo central, sous le thème « Mettre en commun la sagesse et la force des femmes pour construire la paix et accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange africaine sur le plan régional » et « Femmes congolaises et africaines construisant la paix pour les échanges économiques sur le plan national ». En politique, à présent, l'UDPS sera en congrès extraordinaire du 25 au 26 août prochain pour entériner la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle. Au cours de cette causerie morale avec la base de son parti, le secrétaire général a annoncé aussi le début de l'opération d'impression de la carte des membres dans les fédérations de Kinshasa, Congo central et de l'espace Grand Bandundu. Je vous prie de suivre les réactions des uns et des autres. Plus de suspense sur la convocation du congrès du parti présidentiel cette année. Du 25 au 26 août, l'UDPS sera en congrès extraordinaire pour l'entérinement de la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection présidentielle de décembre prochain. C'est le gestionnaire au quotidien de ce parti qui a fait cette annonce dimanche 13 août dernier devant les cadres et militants venus nombreux pour l'écouter. Une nouvelle accueillie avec joie par la base de ce parti distinct et limité. À l'occasion, le numéro 1 de l'UDPS a lancé l'opération d'impression des cartes des membres dans les fédérations de Kinshasa, de Congo central, de l'espace Gambandundu qui revient à $2 au lieu de $6. L'opération va s'étendre dans d'autres provinces progressivement, a-t-il fait savoir.
Concernant les processus électoraux, Augustin Kabouy a salué le travail abattu par la commission électorale permanente du parti qui fait que l'IDP se retrouve en 3e position avec 459 candidats après la publication des listes des candidats par la CENI. Tout compte fait, le secrétaire général demande qu'on répare l'erreur matérielle de la CENI qui a attribué certaines listes du parti à l'IDP Stibala. Pour les élections provinciales, Augustin Kabouy assure que son parti est déjà pris avec une liste de 780 candidats. Poursuivant, Augustin Kabouy a évoqué aussi la décision d'exclusion des 4 membres qui se sont permis de convoquer les congrès sans qualité ni mandat jusqu'à faire partir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du parti à quelques mois des élections. Ce qui constitue un manquement grave au regard des textes réglementaires du parti. Pour ce faire, une sévère mise en garde a été adressée aux récidivistes et aux pécheurs à nos troubles. Et puis, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjaté est désormais le nouvel évêque auxiliaire de la ville de Kisangani. La cérémonie d'ordination épiscopale est intervenue le dimanche 13 août 2023. Parmi les invités à cette cérémonie, le haut représentant de l'autorité morale de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, Tony Konkou, c'est de lui qu'il s'agit. Il était à la tête d'une forte délégation. Malumbela pour le reportage. C'est une nouvelle page dans l'histoire ecclésiastique des habitants de la province issue de l'ancienne province orientale, avec cette nomination par le pape François du nouvel évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani, Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjaté. Le dimanche 13 août 2023, en présence de tous les clergés catholiques, s'est déroulée l'ordination épiscopale conformément aux normes ecclésiales. Rituel respecté avec la remise des insignes à nos mitres crans. Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjaté, nouvel évêque auxiliaire, est désormais revêtu de la plénitude sacerdotale. Le cardinal Fridolin Mbongo, qui a présidé la cérémonie, lui a présenté ses encouragements avant de les recommander entre le maître des dieux dont il est le serviteur. Invité par le président de la CENCO, Marcel Outembi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a été représenté par son conseiller, Monsieur l'abbé Théo Tshilombo Wakabeya, qui a remis au nouvel évêque auxiliaire de Kisangani une Jeep Prado neuve et une enveloppe consistante pour son installation. Nous sommes appelés à travailler la main dans la main pour le développement de la RDC, a souligné l'abbé Théo Tshilombo, porteur du message du chef de l'État. Les hauts représentants de l'autorité morale de l'Alliance des acteurs attachés au peuple, Tony Kankushiku, à la tête d'une forte délégation composée de l'équipe dirigeante des AAAP, a rehaussé de sa présence la dite cérémonie. Aujourd'hui, c'est un honneur, une fierté, un plaisir de pouvoir assister à ce grand événement où le peuple de Dieu de Kisangani a un nouvel évêque qui va accompagner à travers ses actions pastorales les charges du Monseigneur, le président de la CENCO, Outembi. Que le président de la CENCO invite le haut représentant de l'autorité morale, le camarade Tony Kankushiku, ici, porte effectivement le message qu'il n'y a aucun problème entre l'Église, entre certaines églises et les pouvoirs. Tout à fait autre chose à présent, remise et reprise à l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique. Hilaire Kakoussa est le nouveau PCA et Dominique Kankondé, le nouveau directeur général. Une cérémonie présidée par le représentant du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Riki Nzouzi, reportage. Ils vont désormais présider à la destinée de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA RDC. Hilaire Kakoussa, président du conseil d'administration, Dominique Kankonde Ntumba, directeur général, et Mami Anastasia Mouya Mwange, directeur général adjoint. Ils viennent d'entrer en fonction à l'issue de la cérémonie des remises reprises avec l'équipe sortante sous la direction du représentant du ministre de la Recherche scientifique qui a tout d'abord ordonné la lecture de l'ordonnance présidentielle portant nomination de ce nouveau mandataire avant le procès verbal
des remises reprises. Il s'engage à poursuivre l'appui du gouvernement dans la politique agricole visant la suffisance alimentaire ou mieux la sécurité alimentaire pour tous les Congolais. Ce qui importe plus sont les objectifs que l'INERA s'assigne. Et nous serons ensemble avec les agents et cadres et fonctionnaires de l'INERA pour qu'on voie dans la mesure du possible comment on peut booster davantage notre prestigieuse entreprise d'aller de l'avant. Et à cette occasion, je remercie aussi notre Dieu qui fait toutes choses à bonne fin. Nous remercions aussi le président de la République à qui nous rendons hommage, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque de confiance. La nouvelle équipe de l'INERA reste cependant dans l'optique d'amélioration variétale et diffusion des semences au stade de base. Bientôt, les premiers produits dont les carreaux, ce sont des produits de la zone économique spéciale pilote de Maluku. Et ces produits ont été présentés à une délégation d'experts de la zone économique spéciale et ceux de la commission chargée d'établir les règles et les procédures d'écoulement des produits Made in Congo vers le marché local. On en parle avec Betty Amanikunda. Les premiers produits de la zone économique spéciale pilote de Maluku sont déjà disponibles et seront bientôt livrés sur le marché de Kinshasa. Il s'agit des carreaux et faïences produits par la société Saphir. C'est l'objectif de la descente à la zeste de Maluku des experts de la commission chargée d'établir les règles et les procédures d'écoulement de produits Made in Congo vers le marché local et d'en déterminer le prix. La délégation a été conduite par le directeur général adjoint de l'ASES, Hippolyte Magogo Binzi. Les explications que le directeur général de l'entreprise Saphir Céramique a fournies au directeur général adjoint de l'ASES et aux experts les a séduits. Les experts de l'ASES et des régies financières de la RDC ont apprécié la qualité des produits déjà disponibles lors de cette visite. C'est une visite beaucoup plus importante, juste pour entrer en contact avec les investisseurs, afin de relever toutes les données possibles pour voir comment, demain après demain, les marchandises produites dans des zones économiques spéciales, fixer les modalités de circulation des dites marchandises, c'est-à-dire des zones économiques spéciales, vers le consommateur. Les deux parties sont en discussion pour déterminer le prix auquel ces produits seront vendus, considérant que ces entreprises et plusieurs autres installées dans la zone bénéficient d'allègements fiscaux, parafiscaux et douaniers. Il s'agit aussi de faire en sorte que la vente de ces produits ne crée un déséquilibre sur le marché en attirant tous les clients au détriment des autres investisseurs du secteur. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Avant de nous séparer, le rappel des principaux titres. La table ronde sur l'état de siège donnera des orientations concertées pour pacifier l'Ituri et le Nord Kivu. Après 2 ans de son instauration, il a été convoqué depuis hier cette table ronde pour une évaluation autour de son maintien, sa requalification ou encore sa levée. Des travaux ouverts par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais du Peuple. L'Asbel Pessa Mouninga, sourire du député national Eliezer Tamboué, qui a pour objectif final d'apporter un sourire aux personnes vivant avec handicap et autres vulnérables, les a conviés à une grande activité. C'était hier lundi. Plusieurs personnalités ont rehaussé lors de leur présence, notamment la First Lady Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a d'ailleurs pris en charge la formation de près de 500 personnes vivant avec handicap. Et puis pour terminer, les activités liées à la quinzaine de la famille africaine lancée le 31 juillet 2023 vont se clôturer aujourd'hui. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massango Bibi Mouloko, va effectuer le déplacement vers le Congo central pour la circonstance. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à Patrick Bapuila Yamoulamba et Jonathan Moubalama qui ont réalisé ce journal. L'équipe technique était assurée par Henri Alimassi. Un journal coordonné par Jacques Kabouaba, Moukoumina Sedouga sous la direction de Joseph Oscar Mbalkaïj. L'information continue sur nos antennes en français dans les 4 langues nationales. 13h30, Tétis Samba Danae. Excellente suite de programme. Au revoir.